Alors commençons notre petit tour d'horizon par l'un des derniers arrivés dans le club des populistes, Javier Milei, qui sera intronisé dimanche en Argentine, président de l'Argentine donc. Gaspard Estrada, comment décririez-vous son profil ? Les traits dominants de Javier Milei? Alors, très certainement atypique et en tout cas en clair décalage avec ses prédécesseurs, que ce soit son prédécesseur immédiat, Alberto Fernández, un dirigeant péroniste de centre-gauche, ou bien son autre prédécesseur, Mauricio Macri, qui l'a soutenu durant ce deuxième tour et qui vraisemblablement jouera un rôle important, en tout cas au début du mandat de Javier Milei, donc un dirigeant, un homme d'affaires de centre droit. Très clairement, économiste, mais homme d'affaires. Il est vraiment homme d'affaires. Mauricio Macri, oui. Non, je parlais de Milei. Non, mais je parlais de Mauricio Macri. En revanche, Javier Milei a un profil tout à fait étonnant. Il est tout d'abord un économiste qui s'est fait connaître sur les plateaux de télévision avant d'entamer une carrière politique en 2021, donc c'est tout récent. Et il a réussi à canaliser la très grande insatisfaction qui est vécue aujourd'hui par les Argentins face à une crise économique qui n'en finit plus. Plus de 140% d'inflation. Aujourd'hui, mais voilà une crise économique qui dure déjà, depuis déjà de trop nombreuses années. Il est péroniste ou anti-péroniste ? Très clairement anti-péroniste, il se définit en rupture. Par rapport... Et est-ce que vous le classez comme un populiste ? Moi, oui, très clairement. Parce que tout son discours sur la caste... aussi est un populiste, n'est-ce pas ? Oui, d'ailleurs, la figure, disons, si on reste sur les terminologies, cette typologie du populisme, en tout cas pour l'Amérique latine, très clairement, sur le plan historique, on fait référence à une période, en fait. C'est la Deuxième Guerre mondiale, en quelque sorte. Les mouvements charismatiques... notamment Perón en Argentine, mais Getúlio Vargas au Brésil, Lázaro Cárdenas au Mexique, pardon. Et le populisme, en tout cas, si l'on pense à l'échelle du XXe siècle, c'est plutôt cette période-là où il y a un dirigeant qui crée une connexion particulière et directe avec les masses. Et ce qui fait la singularité du péronisme, c'est sa longévité par rapport aux deux autres leaderships que j'ai évoqués, c'est-à-dire Getúlio Vargas au Brésil et Lázaro Cárdenas au Mexique. Ces dirigeants ont eu une traduction institutionnelle, que ce soit le PRI au Mexique, que ce soit le mouvement ouvriériste au Brésil. Néanmoins, la singularité du péronisme, c'est que cette formation politique a réussi à subsister au travers des années et la dictature militaire qui a sévi en Argentine dans les années 70, et qu'aujourd'hui, le parti justicialiste fait explicitement référence à Perón et c'est ce qui rend ce mouvement extrêmement résilient jusqu'à présent, puisque on a vu depuis le retour à la démocratie dans les années 80 que vous avez eu des dirigeants péronistes de gauche comme Alberto Fernández ou le couple Kirchner, mais aussi vous avez eu des dirigeants péronistes de droite. Je pense notamment à la figure de Menem dans les années 90. Vous le situerez plutôt à droite, à gauche ? Plutôt à droite, vers l'extrême droite. Lorsqu'on voit ses discours concernant, par exemple, sa filiation avec des dirigeants comme Jair Bolsonaro, Donald Trump, qui est de manière tout assez explicite, mais aussi sur des questions plus sociétales. Il est clair qu'il va au-delà d'un simple conservateur et par exemple, lorsque il est favorable, par exemple, à la commercialisation des organes humains, est-ce qu'il pense que les pauvres doivent vendre leurs organes ou leurs enfants, ou les deux. Oui, donc là, on est très au-delà en fait de ce qu'on pourrait appeler une famille conservatrice. On va revenir tout à l'heure sur cet aspect de ceux qui cultivent l'excès et d'autres qui essayent de se normaliser. Un mot, peut-être, Philippe Reynaud, là-dessus. Vous avez écrit un panorama très intéressant des populismes dans le monde. Votre analyse du péronisme était assez sévère. Vous écrivez que le péronisme s'est terminé par une catastrophe dont l'Argentine ne s'est jamais remise et qui a fait tomber dans le tiers-monde un pays dont le niveau de développement d'avant-guerre était comparable à celui de la France. Il me semble, je ne suis pas spécialiste de l'Amérique latine, mais il me semble que c'est l'objet d'un consensus assez large, me semble-t-il, c'est tous les gens qui ont travaillé sur l'Argentine. C'est un paradoxe assez connu et assez triste. Et ce qui me paraît remarquable,
quand même, c'est d'abord le fait qu'il y a une continuité politique qui est cette matrice populiste dont on n'arrive pas à sortir. Et ce qui me paraît quand même nouveau chez le dernier arrivé, je ne sais pas s'il est si la catégorie de droite est tellement pertinente, parce que il y a beaucoup de gens de droite qui n'ont pas envie qu'on vende les enfants et même les organes, si vous voulez. C'est en dehors des cadres politiques habituels, c'est même pas spécialement... Mais il peut avoir une idéologie conservatrice par ailleurs. Mais conservatrice, moi ce qui me frappe justement, c'est que contrairement à la plupart des leaders populistes, qui en général s'appuient sur des éléments de base de la culture politique nationale, lui, il affiche une rupture quand même avec 80 ans d'histoire. C'est pas du tout... il se réfère à Trump, mais Trump, si derrière Trump, il y a les mouvements du Tea Party, les choses comme ça, qui se réfèrent à des idées de base sur le marché, la démocratie américaine. Mais tout de même, si on suit votre raisonnement, il est l'héritier de cet échec du péronisme. Oui, mais avec des thèmes qui me paraissent très, très différents et même opposés. Donc vous voyez en lui un populiste je vois en lui un populiste original. C'est un populiste à contre-courant. Parce que ce qui n'est pas le cas en général. Il y a un populisme latino-américain qui a une certaine, qui a une identité forte. Oui, mais il est pas le populisme américain, latino-américain, il est pas libertarien en général. Si vous voulez, c'est le moins qu'on puisse dire. Même Bolsonaro n'était pas spécialement libertarien. Ça c'est quand même très, très nouveau, si vous voulez. D'accord. En général, c'est plutôt... il y a une matrice étatiste avec un semblant de discours égalitaire, semble-t-il, dans les traditions latino-américaines, qu'il n'y a pas chez lui. Il me semble que c'est un apax, quand même, de ce point de vue-là. Alors, passons par la case Europe. Geert Wilders, vous avez couvert la vie politique aux Pays-Bas ces derniers temps, lors de plusieurs reportages. Laure Mandeville, vous étiez surprise de sa... Histoire électorale ? Non, je n'ai pas été surprise. C'est une tradition. Le mouvement Wilders, en fait, remonte au début des années 2000. C'est avec le personnage de Pim Fortuyn, qui a été le premier à marquer une véritable rupture, je dirais presque une révolution de la culture politique néerlandaise, quand tout à coup cet homme, qui était d'ailleurs un libertarien de gauche, et culturellement plutôt à gauche, homosexuel, qui avait à un moment et même été marxiste, et qui s'est dressé pour dire en gros que les Pays-Bas étaient menacés par le modèle culturaliste qui avait prévalu depuis 40 ans, et qu'il fallait en finir avec cette immigration absolument massive, qu'il fallait regarder en face le danger de l'islam. Il faut dire que Pim Fortuyn, il apparaît en fait comme une sorte de geyser juste après le 11 septembre, et il formule, avec des formules chocs, l'idée qu'on est face à une religion qui est en choc de civilisation avec la culture néerlandaise, qui est une culture de tolérance, d'ouverture des frontières à tout va, et il s'aperçoit qu'ils sont face à une religion, dit-il, arriérée. Il dit les Pays-Bas sont pleins, il faut arrêter tout ça, etc. Et il connaît un soutien tout à fait remarquable. Et à partir de là, ce geyser va donner lieu d'abord à une véritable révolution intellectuelle. Les Pays-Bas deviennent une sorte de laboratoire incroyable. Quand je m'y rends 2002, parce que Pim Fortuyn va être assassiné très rapidement, et donc ça va provoquer un choc absolument national, et toute la classe politique, gauche y comprise, droite, partis libéraux, etc., se mettent à ausculter leur modèle et à se dire, est-ce qu'on ne s'est pas complètement trompé, et est-ce que le multiculturalisme a été un bon choix, oui ou non? Alors, évidemment, à partir de là, vous allez avoir toute une série de... Les partis traditionnels, comme par exemple le parti VVD, le parti libéral, qui est un parti installé dans la société, va s'emparer de ces thèmes-là, va dire il faut contrôler nos frontières, il faut aller dans les mosquées, il faut regarder tout ça. Et ils vont donc gagner les élections, mais avec une série de
de nouveaux chocs. Par exemple, l'assassinat d'un cinéaste qui s'appelle Theo Van Gogh, qui va être assassiné en 2004 par un islamiste d'origine marocaine. Il va y avoir une sorte de peur qui va s'installer dans la société et un retour en arrière, c'est-à-dire une volonté d'apaiser, de gommer à nouveau cette question, de l'enterrer sous le tapis. Et du coup, c'est des personnages comme Geert Wilders qui vont émerger pour dire vous êtes trahis, les élites ne veulent pas s'emparer du sujet. Et je crois que ce qui est très intéressant dans le personnage de Geert Wilders, c'est qu'en fait, il incarne ce mouvement anti-establishment, anti-globalisation, mais qui se décline sur deux plans. Sur le plan à la fois culturel, je dirais, question de l'immigration, question religieuse, etc. Nous devons réagir, nous sommes menacés en tant que nation, la nation néerlandaise doit survivre. Et l'autre élément, c'est l'élément, je dirais, plus lié en fait à la bataille entre les campagnes et les villes. Oui. Il y a un autre élément, c'est le mouvement anti-globalisation économique, disons, l'idée que finalement les élites nous ont abandonnés, nous, les campagnes, le peuple, voilà. On verra tout à l'heure si tous ces traits sont communs. Et un élément justement contre une écologie qui serait une écologie trop militante, autoritaire. Autoritaire, exactement. Juste, on va venir à Donald Trump très vite, mais un mot sur cette énumération que j'ai faite au début. Orban, Meloni, Wilders, Fico, peut-être même Erdogan. Est-ce qu'ils sont tous populistes, Philippe Reynaud, pour vous ? Tous différents, mais tous populistes ? Il y a en tout cas des points communs qu'on peut appeler populistes, oui, je crois. Ouais. Fico, il s'affiche socialiste, mais il est en coalition avec des partis d'extrême droite. C'est quand même un cas assez original. Oui, mais... En Slovaquie. Oui, ça j'avoue que je n'ai pas étudié de très près la question slovaque, mais je ne suis pas sûr, là, effectivement, que ça soit aussi évidemment populiste que le reste. J'ai l'impression que c'est lié d'abord aux anciennes divisions entre les Tchèques et les Slovaques et à des mécanismes dans lesquels la politique extérieure me paraît jouer un rôle directement déterminant, peut-être plus encore qu'ailleurs. Parce que les populistes, on y reviendra sûrement d'ailleurs, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ne sont pas unifiés dans leur vision de la politique extérieure. Mais il me semble qu'il y a une chose. Oui, il y a une chose à dire. La première chose qu'il faut dire en fait pour comprendre ce phénomène populiste, c'est qu'en fait le populisme, l'émergence de ces populistes, ce n'est pas une génération spontanée, une sorte de maladie qui aurait émergé comme cela a été expliqué pendant des décennies par les élites qui ont refusé de voir les problèmes en fait, sur lesquels on surfait ces mouvements populistes. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de mouvement populiste s'il n'y avait pas de gigantesques problèmes qui ont été complètement délaissés par les élites occidentales pendant des années. Premièrement, la question justement de l'immigration qui a créé en fait, un choc énorme. Que décrit Dominique Régnier dans une interview parue aujourd'hui dans le Figaro. Immigration, islam et intégration. Et donc cette espèce d'abandon et aussi problème de la globalisation aussi économique, puisque les élites ont misé en fait sur la dénationalisation de l'économie, sur le départ en fait de pratiquement toutes les industries vers la Chine, vers l'Asie, ou des zones où on pouvait produire finalement moins cher. Et donc les élites n'ont plus pris en compte le devenir de leur propre peuple. Et en fait, il y a eu une dénationalisation des élites dans leurs préoccupations. Et c'est ça qui a fait émerger en fait des phénomènes comme le phénomène Trump, le phénomène Wilders, Marine Le Pen, etc., qui disent nous allons nous occuper des nations. C'est avant tout un retour, les populistes, à la question de la nation. Et je pense que Robert Fico, le Tchèque, dont vous parlez, le Slovaque, il essaie de surfer là aussi là-dessus. Il s'est allié d'ailleurs avec un parti nationaliste. Mais c'est vrai qu'après viennent se greffer
des préoccupations extérieures. Et là, il est très proche de Orban, c'est-à-dire c'est des partis qui prétendent en fait qu'il faut se dégager des États-Unis pour justement abandonner en fait la question de l'Ukraine et s'allier avec le Kremlin parce que ça leur permet de défendre leurs propres intérêts. Alors Célia Belin, est-ce que vous avez reconnu des éléments constitutifs de Donald Trump dans ce qui a été dit jusqu'ici entre de Milley Alors Milley a l'air d'être un animal vraiment à part, donc je ne sais pas si on peut, à part la coiffure, vraiment les comparer. Non, mais il se revendique. Vous êtes également spécialiste d'un animal très à part. J'ai vraiment entendu chez la description qui a été faite de ce qu'ont vécu les Pays-Bas ou d'autres pays de l'Union européenne, et puis avec cette énumération de tous ces leaders qui, en effet, sont difficiles à décrire comme étant populistes, parce que certains sont franchement populistes dans la manière dont ils s'adressent au peuple, mais d'autres sont beaucoup plus des nationalistes. Giorgia Meloni, en fait, ne s'est pas vraiment comportée comme une populiste depuis qu'elle est arrivée au pouvoir, mais beaucoup plus comme un leader de droite dure, voire d'extrême droite. C'est Salvini le populiste. Voilà, c'est Salvini davantage le populiste, et donc ils ne sont pas toujours sur la même ligne. Et ce qu'on voit en revanche, c'est qu'en effet, il y a eu une crise populaire à l'origine de la première arrivée au pouvoir de Donald Trump, 2015-2016, sous un effet de surprise, qui était une réponse directe à un mal-être très profond d'une grande partie des États-Unis, en particulier le Midwest désindustrialisé, et qui revenait questionner les fondamentaux de ce qu'avaient été les 40 années précédentes aux États-Unis, qui était une mondialisation qui avait ravagé les zones industrielles, qui avait envoyé en effet les industries en Chine et dans d'autres parties du monde et privé ensuite les Américains, en dehors du fait d'être des consommateurs, de la capacité à accumuler eux-mêmes du capital, qui a vu une perte du statut de l'homme globalement dans des sociétés où il y a eu des taux de divorce qui ont augmenté, où il y a eu une diversité qui a augmenté, où il y a eu une place plus grande aussi faite à des minorités et davantage de droits sociaux revendiqués, mais donc une forme de perte de statut. Comment Trump a-t-il fait la connexion entre tout ça? Parce que lui, alors lui, il ne l'a fait pas intellectuellement. Il ne la fait pas intellectuellement, il le représente. Il représente cette politique de doléance. En même temps, il est tout sauf cette Amérique frustrée, victime de la mondialisation, etc. Non, mais depuis les années 80, depuis le moment où il était déjà une célébrité qu'on interviewait dans Playboy ou Vanity Fair et on lui demandait son avis sur Saddam Hussein ou son avis sur la Chine, il avait cet instinct populiste vissé au corps qui est globalement protectionniste, isolationniste, anti-mondialisation, et qu'en fait, lui a conservé avec beaucoup d'ambition politique. Il a déjà essayé d'être une première fois candidat en 1999 pour le Parti républicain, puis ensuite en tant qu'indépendant, puis à un moment, il était un peu démocrate, etc. Donc, il avait beaucoup d'ambition politique, mais progressivement, en fait, il est arrivé à un moment où il a ressenti cette colère populaire. Il faut ajouter un point, parce qu'on a fait un petit peu la liste de pourquoi est-ce que ces populations pouvaient être fâchées de leur situation. Il y a aussi, aux États-Unis, 20 ans de guerre contre le terrorisme. Les chercheurs ont montré qu'il y a une corrélation très forte entre les communautés dans lesquelles il y a le plus de vétérans et il y a eu le plus de pertes humaines de militaires américains et le soutien à Donald Trump en tant qu'électorat. Donc des populations qui ont été ravagées par la guerre en Irak, la guerre en Afghanistan, ravagées aussi à leur retour, parce que c'est des populations qui sont revenues avec soit des blessures physiques ou des blessures psychologiques, sur lesquelles les mêmes terres, il y a un ravage qui est fait depuis 20 ans de cette crise des opioïdes qui n'en finit plus, qui fait toujours 100 000 morts aux États-Unis, et c'est en gros les mêmes communautés. Donc c'est des communautés rurales, désindustrialisées, ravagées, où l'espérance de vie a baissé avec un décrochage très fort par rapport aux autres pays de l'OCDE. C'est aussi tous ces gens-là qui sont séduits par renverser la table avec Donald Trump en 2016 et peut-être en 2024. Justement, je voudrais qu'on regarde un peu ce que pourrait donner un Trump version 2. On va l'écouter expliquer que sa candidature, c'est celle de la revanche. Thank you very much. And if you put me back in the White House,
their reign is over. Their reign will be over. And they know it. And America will be a free nation once again. We're not a free nation right now. We don't have free press. We don't have free anything. In 2016, I declared, I am your voice. Today I add, I am your warrior. I am your justice. And for those who have been wronged and betrayed, I am your retribution. I am your retribution. Alors, le cas Trump est intéressant parce que certains supposés populistes en Europe, en France, essaient de se normaliser. Lui, il n'essaie pas vraiment de se normaliser, Célia Belin. Il reste dans l'excès, c'est sa marque de fabrique, c'est son produit d'appel. Sa marque de fabrique, c'est ça qui le distingue de tout le monde. Il y a quelque chose de totalement décomplexé chez Donald Trump qui fait fantasmer en fait même ses alliés politiques. Personne n'ose aller aussi loin. Ron DeSantis, personne n'ose le défier. Le gouverneur de Floride qui essaye voilà, qui est lancé dans les primaires également, dont on a beaucoup dit, c'est peut-être un nouveau Trump. Il y a 2 ans, il était très, très haut en couleur. On voit bien qu'il n'arrive pas du tout à faire ce que fait Donald Trump, qui est décomplexé sur la scène publique et politique depuis bien plus longtemps. Donc ça fait, il a toujours dit tout ce qui lui passait par la tête. Il n'a aucun tabou. Or, cette capacité de choquer l'a vraiment porté en 2016 au plus haut. Et là, continue d'écraser ses adversaires, parce qu'en fait, personne n'est capable de faire la même chose, et donne le sentiment à une partie de ses supporters, pas seulement les gens, parce qu'il y a les électeurs qui votent pour lui, mais ce qu'il y a maintenant, qui a complètement changé par rapport à 2016, il y a le système qui est derrière lui. Il n'est plus du tout le candidat anti-système, il est le candidat du système. Pourtant, il promet de détruire le système. Alors, il promet de détruire l'État administratif. C'est complètement différent. Quand je dis le système, c'est le parti, en fait. C'est le parti qui est quand même le système des checks and balances aux États-Unis. C'est quand même au cœur de l'équilibre des équilibres politiques. C'est même le régime. Philippe Reynaud. Oui. Bon. Laure Mandeville, est-ce que Trump version 2, d'abord, est-ce qu'il est contraint à l'excès à cause des procès qu'on lui fait et que finalement, d'une certaine manière, il est encouragé à faire campagne de la manière dont il le fait? Ou est-ce que, non, c'est vraiment l'analyse de ce qu'attendent ses électeurs, selon vous? La manière dont il mène sa campagne. La manière dont il promet de déclencher la tempête divine. Oui. En fait, il y a plusieurs choses. D'abord, il me semble que ce qu'a dit Cécile Belin est intéressant. Célia Belin, pardon, est intéressant parce qu'elle dit il est complètement décomplexé. C'est vrai que c'est tout à fait juste. Et il me semble en fait qu'il y a un élément extrêmement profond là. C'est-à-dire qu'il est face à un pays dans lequel la question de la culpabilité est devenue une idéologie dominante. C'est-à-dire que l'Amérique, à travers le wokisme, a vu déferler une idéologie qui dit, en gros, nous sommes coupables et au nom de cette culpabilité, nous devons, en gros, détruire nos institutions, nous mettre en retrait, etc. Et lui, en fait, c'est intéressant parce que justement, comme l'a dit Célia, il incarne par sa personnalité quelque chose qui est complètement libre de toute culpabilité. C'est quelqu'un qui, en fait, rejette totalement l'idée qu'il faudrait battre sa coule pour quoi que ce soit. Alors c'est vrai qu'il y a une espèce de homme... Y compris dans les cours de justice, oui, on pourrait dire. Oui, alors effectivement, y compris dans les cours de justice, et il estime qu'au fond, il entonne, si vous voulez, la chanson de dire « mais tout cela n'est pas vrai, on vous raconte des bobards », et c'est au fond une espèce de nationalisme. Trump, au fond, c'est un nationalisme, mais qui est décomplexé jusqu'au vertige. Donc, il y a un nationalisme qui attire les gens parce qu'ils en ont assez. Ils veulent justement la protection de la nation, ils ne veulent plus, ce que je disais tout à l'heure, le départ des industries, ils veulent une forme de protectionnisme, ils veulent qu'on protège les frontières, ils veulent aussi que l'idéologie, qu'on arrête de mettre tout ce qui est... Oui, il veut que ce soit américain, c'est-à-dire aussi il se bat contre l'idéologie woke, les minorités qui
qui veulent défaire le côté américaniste. Lui, il dit, en gros, on est tous des Américains, il faut arrêter de parler des catégories, des femmes, des hommes, des gays. Il dit tout ça. Et tout ça, ça va sous l'histoire de Américains. Oui, il ostracise quand même aussi beaucoup de monde. Mais oui, il ostracise, bien sûr. Philippe Reynaud, est-ce que, pour vous, Trump, est-ce que c'est l'incarnation même du populisme ? Est-ce que c'est ce qu'on fait de plus... C'est l'incarnation de ce que peut être le populisme aux États-Unis. Oui. C'est vraiment quelque chose qui est propre au... Oui, je crois que ce qui est américain, d'abord, c'est qu'il y a une tradition populiste américaine qui est souvent oubliée, qui est méconnue. Le People's Party. Pas seulement, je pense pas tellement au People's Party, mais je pense plutôt à quelqu'un comme le Huey Long, qui était le gouverneur de Louisiane avant-guerre. Oui. Il y a une tradition, mais qui était plutôt liée à certains États, notamment dans le Sud, et où on avait Huey Long, c'est un type qui était un leader autoritaire, très, très charismatique, qui a mal fini, mais qui a incarné cette espèce d'autoritarisme populaire mais qui était neutralisé par le système politique américain, qui est un système de checks and balances assez élaboré, et qui fonctionnait d'une part dans la distribution subtile des pouvoirs et d'autre part dans l'équilibre entre les deux partis. C'était le modèle classique, si vous voulez, du système majoritaire dans lequel, quand un parti l'emportait sur l'autre, c'était pas grave parce que ça voulait dire qu'il avait gagné les électeurs modérés. Mmh. Alors, ce qui me paraît remarquable aux États-Unis actuellement, c'est la disparition progressive des modérés. C'est-à-dire que c'est ce qui est très étonnant. Si vous voulez, l'Amérique est un pays dans lequel il y a toujours eu des passions extrêmes mais qui ne jouaient pas dans la politique nationale. Ouais. C'est-à-dire c'était plutôt aux indépendants et qui votaient tantôt républicains, tantôt c'est un modèle d'ailleurs qui avait été déjà pensé par Montesquieu à partir de l'Angleterre, et ça ne marche plus. C'est-à-dire que vous disiez tout à l'heure, Célia, que ce qui est remarquable, c'est qu'il assume son extrémisme, mais c'est ça qui est nouveau, c'est qu'autrefois, on gagnait les élections au centre. Ouais. Lui, ce qu'il a montré, après tout, il n'a pas besoin de se normaliser, puisqu'il a gagné la première fois en n'étant pas normal. Et donc, il pense que c'est en remettant le couvert sur le même thème qu'il va gagner, et en dénonçant dans la modération, la trahison des intérêts américains. Oui. Gaspard Estrada, comment vous expliquez la fascination, le charme que Donald Trump a l'air d'opérer auprès de ces émules latino-américains ? Il y en a quand même pas mal depuis Bolsonaro. Bien sûr, non, mais je pense qu'il y a cette question d'une désinhibition de la parole qui a beaucoup joué au Brésil avec Bolsonaro, à l'évidence. C'est ce qu'on a vu là plus récemment en Argentine avec Milei, ce qu'on a vu en Espagne et ce qui réverbère aussi en Amérique latine avec un mouvement tel que Vox, qui cherche à structurer un réseau aussi latino-américain important avec Bolsonaro, avec Milei, avec l'extrême droite au Mexique. Mais moi, je pense que l'élément qui a été mentionné par Célia Belin est central, c'est la question du parti, et du parti républicain. Parce qu'en effet, en 2016, il était un outsider. D'ailleurs, au début de la pré-campagne, peu d'observateurs estimaient qu'il avait des chances de remporter cette élection. Et je pense que la vraie différence aujourd'hui, c'est exactement ce point-là qui, de mon point de vue, est le plus important. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de concurrence au sein du Parti républicain. C'est devenu la voie principale. Et c'est quelque chose qui, là, à contrario, pour les émules latino-américains, pose question. C'est-à-dire que Javier Milei, aujourd'hui, n'est pas majoritaire au Parlement, que Jair Bolsonaro a eu beaucoup de mal, justement, pour éviter d'être destitué. Et donc, il a, en quelque sorte, rendu les clés de l'État à la droite au Parlement pour éviter une procédure de destitution. Et c'est là où je pense qu'est la vraie question, c'est-à-dire jusqu'où ces dirigeants sont en mesure d'imposer leur agenda, d'imposer cette outrance aux formations de droite plus traditionnelles. Alors précisément, avec Milei, vous pensez qu'il va réussir à former une coalition ? C'est là où est la vraie question, puisque vous l'avez mentionné, la question économique aujourd'hui en Argentine est centrale. L'inflation continue d'augmenter. La politique que préconise Milei, c'est un remède de cheval d'une brutalité Exactement. Incroyable. Et cette politique-là, elle augure encore plus de crises. Mais il va pouvoir la mettre en œuvre ? Mais c'est là où il y a la vraie question. Il n'a pas de majorité au Parlement, donc
il aura des difficultés pour appliquer son programme. On rappelle qu'il veut détruire la Banque centrale, qu'il dollariser l'économie. 10 ministères sur 18, dollariser entièrement l'économie, c'est-à-dire supprimer la monnaie nationale. Et dans un premier temps, il souhaitait rompre les relations diplomatiques avec la Chine, qui est quand même le premier partenaire commercial de l'Argentine, et avec le Brésil. Depuis, il met un peu d'eau dans son vin. Voilà. La question pour lui, c'est comment il va réussir à maintenir ce socle de supporters qui ont été mobilisés par son discours anti-système, outrancier, et de l'autre, s'afficher très clairement avec des garants de cette caste qu'il a tant critiquée. Au premier titre, cet ancien président Mauricio Macri, qui est en train de nommer des personnalités clés, notamment au ministère de l'économie. Et donc je pense que c'est là où va se trouver la vraie question, pour mêler pas là le 10 décembre, le jour de son investiture, mais dans 6 mois, dans 1 an, lorsque les premiers effets de sa thérapie de choc se feront sentir, qu'il n'a pas de majorité au Parlement et qu'il aura un problème de discours vis-à-vis de cet électorat anti-système qui ne va forcément pas se retrouver dans cette thérapie. Vous mettez le doigt sur un point très important. Est-ce que le populisme, puisqu'il rase gratis, évidemment, il promet monts et merveilles, est-ce qu'il est condamné à décevoir? Est-ce que Trump a déçu en 2020 ? Du point de vue de sa base, non, il a déçu uniquement parce qu'il n'a pas été réélu, mais non, il considère aujourd'hui... Il y a quand même eu, combien, 7 millions d'électeurs supplémentaires par rapport à 2016 ? Il considère tous, aujourd'hui, quand on réinterroge les républicains, et qui sont à 70% derrière Donald Trump, il va gagner très facilement les primaires. Il est 47 points devant Ron DeSantis. Il n'y a même pas de discussion. Il n'y a pas de question. Franchement, ça paraît improbable qu'il Ça commence le 15 janvier, mais alors, évidemment, vous annonce déjà le résultat. Voilà, il y a les affaires judiciaires qui pourraient freiner un petit peu cet agenda-là, mais on imagine que ça va aller très très vite pour être désigné par le Parti républicain. On voit qu'il a la domination sur son parti, deux éléments qui démontrent ça. Le premier, ça a été la crise qu'a connue le Congrès cette année avec le speaker de la Chambre, Kevin McCarthy, qui a été remercié parce qu'il a été incapable de donner des gages à cette extrême droite pro-Trump qu'on appelle MAGA, Make America Great Again, qui, évidemment, sur des bases idéologiques, l'a remercié, l'a empêché de poursuivre. Et puis là, on a quelqu'un qu'on considère être un chrétien nationaliste, c'est la nouvelle catégorie, Mike Johnson, qui a pris la relève, mais qui est vraiment tenu, encore une fois, par son extrême droite, qui a bien du mal à exister. Et là, ça montre la domination de Donald Trump, ces primaires qu'il devrait remporter sans problème. Et puis, le dernier point, c'est que tout le monde intellectuel républicain qui s'était opposé à Donald Trump en 2015-2016, vous vous souvenez du phénomène des Never Trumpers, avec les gens qui étaient à des hautes responsabilités, parfois républicains toute leur vie, qui ont servi George W. Bush, Reagan, etc., et qui disaient Donald Trump jamais. Tout ça, ça a disparu. Des Never Trumpers, il y en a 2, 3, enfin ça n'existe plus. Soit ils sont démocrates, soit ils sont à la retraite. Et ce qu'il y a en revanche, c'est tous les think tanks, tous les lieux de pensée et de pouvoir républicains qui se préparent à une arrivée de Donald Trump. On a un projet qui s'appelle le projet 2025 mené par la Heritage Foundation, qui a mis 22 millions de dollars. Prépare le programme de Trump. Prépare le programme, mais pas seulement. Qui prépare une armée d'équipes avec un test pour savoir si vous êtes America First. Pour mettre les fidèles, les loyalistes du moins. Or, les loyalistes, pourquoi est-ce que ça compte ? C'est parce que normalement, à chaque changement d'administration, on a 4000 postes politiques, des nominés, on peut en avoir jusqu'à 4000. Ça descend assez bas, contrairement aux administrations françaises ou européennes. Voilà, ça descend assez bas aux États-Unis. Mais ce qui est en train d'essayer d'être fait, c'est qu'il y a des nouvelles réglementations qui suivent l'idée qui serait constitutionnelle d'un point de vue des supporters de Donald Trump, que le président doit avoir tout pouvoir et que son administration doit exécuter. Ça s'appelle la théorie de l'exécutif unitaire, et qui vise à remplacer non pas 4000 personnes, mais 50 000 personnes. Et là, on change complètement de catégorie, ce qui veut dire que des bureaucrates de 3e rang qui ont fait toute leur carrière, qui servent l'État, qui sont là pour faire les choses bien, qui d'ailleurs font le pledge, le serment à la Constitution. Ceux-là, d'un seul coup, deviendraient des sièges politiques, pourraient être remplacés s'ils ne s'alignent pas sur les priorités du président. C'est inquiétant ou pas ? Vous avez sûrement vu ce grand article de Robert Kagan dans le Washington Post ces derniers jours, qui décrit Trump version 2 comme la marche vers une dictature. Campagne contre le système, il va détruire l'état de droit, il parle d'un parfum de macartisme dans l'air.
Il y avait aussi cette couverture de The Economist qu'on voit ici, Donald Trump, le plus grand danger pour le monde en 2024. Vous pensez que c'est de l'hyperbole, Philippe Reynaud, ou c'est à prendre au sérieux? C'est pas absolument de l'hyperbole. C'est-à-dire, je crois qu'on est quand même dans un processus un peu fou, qui est, je me permets d'insister sur ce point, la disparition de la modération à l'intérieur de la politique américaine. Je maintiens que c'est très nouveau. Alors, ce qu'il faut quand même remarquer, c'est que Biden a été élu la dernière fois justement en jouant cette carte. C'est-à-dire que la politique de Biden, c'est une politique assez classique, une stratégie assez classique dans un système majoritaire, c'est de considérer que celui qui sera élu, c'est le moins fou, ou c'est le plus modéré. Alors il a très sagement neutralisé autant qu'il pouvait l'aile gauche du Parti démocrate en disant « je ne suis pas prisonnier de ces gens-là ». Et il a été élu comme ça, sur une base relativement large. Mais ce qui est justement remarquable, c'est le fait que du côté des républicains, on a accepté le discours de Trump, qui était quand même incroyablement violent, c'est-à-dire qui consistait à dire que les élections n'avaient pas eu lieu. C'est quand même ça qu'il a dit, c'est que le scrutin a été triché, etc. C'est quelque chose qui est quand même assez rare dans la politique démocratique. Alors il y a quelqu'un en France qui de temps en temps fait des signaux dans ce sens, c'est Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est un personnage quand même assez singulier lui-même, qui dit, vous savez, je suis pas sûr des chiffres là, etc. Mais il fait ça pendant 2 heures, il fait pas ça pendant 1 an. Ouais. C'est comme ça ce qui est remarquable, c'est que malgré ça, les soutiens républicains sont toujours là. La majorité des électeurs républicains, il va gagner le parti, etc. Et comme de l'autre côté, j'ai l'impression que le Parti démocrate est en décomposition, on peut avoir une montée aux extrêmes où, faute de mécanismes de checks and balances, on ne sait pas jusqu'où ira le pouvoir s'il est réélu. Est-ce qu'il a une intention dictatoriale? J'en sais rien, mais il y a une machine en route qui me paraît dangereuse. Normand Deville, oui, qu'est-ce que vous en pensez? Il me semble qu'il y a une vraie question, et j'avoue ne pas avoir la réponse, et je reste très prudente, si vous voulez, sur est-ce que le système américain a encore suffisamment, de force, en fait, les checks and balances, donc cet équilibre des pouvoirs, pour contenir, en fait, une éventuelle retour de Trump. C'est vrai que la question se pose. Mais ce qui me paraît très important, comme le dit Philippe Reynaud, c'est qu'il y a une dynamique je dirais une dynamique terrible qui est due aussi au fait que beaucoup de gens voteront demain pour Trump, malgré toutes les inquiétudes qu'ils ont à son égard, parce qu'ils considèrent que ce qui se passe de l'autre côté est encore plus dangereux. Oui, il ne faut pas oublier, en fait, qu'il y a aujourd'hui une sorte de révolution qui est en cours sur la gauche de l'échiquier politique, une espèce si vous voulez, de révolution qui veut mettre à bas toutes les institutions, qui estime qu'il faut... Mais que ne représente pas Joe Biden. On ne peut pas l'accuser d'être un champion du wokisme. Non, mais il ne contrôle pas cette révolution. Ce que les gens considèrent... Il l'endigue un peu à sa façon. On le voit, par exemple, à la manière, par exemple, dont, si vous voulez, dans le processus, il y a une remise en cause par le mouvement woke aujourd'hui qui traverse toutes les institutions, les entreprises, les universités, les institutions même, par exemple, dans le processus de recrutement. C'est-à-dire, les citoyens n'ont pas statut égal. Aujourd'hui, si vous êtes quelqu'un qui représentait une minorité, vous avez plus de légitimité et de chance, donc il n'y a plus d'égalité dans cette nouvelle idéologie, d'égalité devant la loi. Et donc, du côté républicain, on est absolument vent debout contre ça, et beaucoup de gens vont vers Trump à cause de ça, y compris dans les minorités, parce que ce qu'il faut voir, c'est que Trump représente pour beaucoup de gens
par exemple, pour l'électorat latino, pourquoi il y a une montée en puissance énorme de Trump dans l'électorat latino? C'est parce que vous avez plein de gens, chez les latinos, mais aussi chez les noirs, chez les hommes noirs, qui pensent que ça va beaucoup trop loin. C'est-à-dire qu'il faut rétablir, en fait, la question de la citoyenneté, c'est-à-dire de l'égalité devant la loi. Et ça, c'est une dynamique qui provoque de l'extrémisme dans l'autre camp. Effectivement, il y a aujourd'hui une espèce de colère qui serait prêt à lui donner un blanc-seing qui pourrait effectivement le permettre d'aller trop loin parce qu'on veut arrêter cela. Et vous savez ce que ça me rappelle ? Ça me rappelle en fait, par exemple, le comportement d'Orban. C'est-à-dire que Orban considère qu'il est légitime aujourd'hui à créer une sorte d'autoritarisme d'État parce qu'il pense qu'il incarne une sorte de sauvetage de la civilisation chrétienne, européenne et occidentale. Donc il se sent investi d'une mission qui fait qu'il s'auto-justifie à piétiner les contre-pouvoirs. C'est le propre de tous les dirigeants autoritaires. C'est de dire j'incarne quelque chose. Oui, c'est ça le danger, je pense. Célia Belin. Ouais, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Laure Mandeville dans un sens où on sent aux États-Unis, il y a une révolution culturelle qui est en cours et qui vient très profondément de la société. Elle s'est accélérée sous l'effet de Black Lives Matter à partir de 2020. Cette prise de conscience, par exemple, des questions raciales, ce débat profond qu'il y a entre, par exemple, des entreprises qui souhaitent mettre en avant ces sujets-là au sein de leur entreprise et le gouverneur de Floride qui a essayé de l'empêcher quand il s'agissait de Disney ou d'autres en disant puisque c'est ça, on vous coupe les subventions. Donc la différence entre les deux, c'est qu'il y a un mouvement de société et de l'autre côté, il y a des législateurs qui essaient de légiférer plutôt contre parce qu'il n'y a pas tant de législateurs sous le leadership de Joe Biden qui légifèrent pour. Parce qu'en fait, Joe Biden a une très large coalition du centre-gauche, voire il a récupéré aussi un petit peu des républicains de centre-droit, jusqu'à l'autre côté, il tient sa coalition. On dit que le Parti démocrate, c'est un grand chapiteau. Et oui, Donald Trump ne peut gagner que en mobilisant sa base et la droite de la droite. En revanche, les démocrates ne peuvent gagner que en faisant un très grand chapiteau et en gagnant à la fois le centre. On dit la suburban women, c'est-à-dire les femmes des banlieues américaines qui peuvent passer de républicains à démocrates un peu au centre de l'échiquier. Joe Biden, c'est ça qu'il représentait en 2020. Là, et il représente toujours ça. Et en fait, il a tenu sa coalition qui, je pense, aujourd'hui, le Parti démocrate est relativement uni. Le problème, c'est qu'ils ont un chef actuellement, Joe Biden, dont objectivement, il est âgé, il apparaît âgé, il n'incarne plus et de moins en moins la figure du chef. Et ça terrifie, en fait, et on le voit dans les sondages, et ça terrifie son électorat qui, du coup, il y a une sorte de prophétie autoréalisatrice, son soutien décline. Essayons de dépasser un peu le cas strictement américain. Est-ce que toutes ces forces dont nous avons parlé, est-ce que leur point commun n'est pas précisément de lutter contre les contrepoids institutionnels, d'essayer d'être une force qui met à mal la démocratie? Dans votre papier, Philippe Reynaud, vous dites que il ne faut pas confondre populisme et dictature, mais vous dites qu'il promeut le populisme, une démocratie défectueuse qui se construit sur l'affaiblissement de l'État et des contre-pouvoirs. Ça, c'est un peu général, semble-t-il, dans ce qu'on a décrit. Le papier dont vous parlez a été écrit en 2017 et les choses ont un peu changé depuis. Ça a changé ? Je crois que ce qui s'est accentué, si vous voulez, c'est quand même le conflit entre les deux composantes de la démocratie, qui sont d'un côté le pouvoir populaire, éventuellement un peu sauvage, et de l'autre les mécanismes de modération. Il y a un problème, disons, de crise de l'état de droit qui ne vient pas simplement du fait qu'il y a des courants autoritaires qui essayent de contourner les procédures, de contrôler le pouvoir judiciaire aussi, mais également qu'il y a une extension du pouvoir judiciaire à l'intérieur de la sphère politique qui finit peut-être parfois par poser quelques problèmes. Je voulais vous dire d'ailleurs, Célia, à propos
à propos des États-Unis, vous avez raison de dire que les républicains conservateurs ou réactionnaires utilisent l'arme législative et pas seulement les démocrates. Mais les démocrates les plus radicaux ont fait énormément de progrès dans les mécanismes judiciaires. Bon, il y a un bon auteur qui s'appelle Christopher Caldwell, qui est très conservateur, mais qui a écrit, mais qui a un esprit très, très remarquable, qui a écrit un livre qui explique qu'on a changé de constitution sans s'en apercevoir, d'une certaine manière. Et ça, me semble-t-il, c'est des éléments qui sont tout à fait déterminants dans la crise actuelle de la démocratie. C'est le sentiment que le pouvoir politique, le législateur, n'a pas beaucoup de pouvoir, pas seulement à cause de la mondialisation et de la complication des choses, mais aussi parce qu'il y a d'autres instances qui jouent un rôle déterminant et dont la légitimité démocratique n'est pas toujours évidente, compte tenu de l'interprétation très large qu'il donne des normes juridiques, si vous voulez. Bon. Il nous reste 4 minutes, donc oui. Je voudrais qu'on finisse un tour de table sur un point assez central. Est-ce que les dirigeants populistes réussissent dans ce qu'ils entreprennent? Est-ce qu'on connaît, par exemple, en Amérique latine, est-ce qu'il y a finalement des gens qui ont fait du bien à leur pays, qui ont réussi par rapport à leur programme électoral? Alors, tout dépend si c'est par rapport à leur programme ou si c'est par rapport à l'intérêt général. Si c'est par rapport les deux rapidement. Écoutez, je peux vous donner un exemple récent, Jair Bolsonaro. Au Brésil, Jair Bolsonaro, en 2018, lorsque il a proposé sa candidature, et notamment parce qu'il a dit très peu de choses en fait sur ce qu'il comptait faire réellement, et un des rares discours programmatiques en fait du début de sa présidence, il a eu lieu à Washington, à la résidence de l'ambassadeur du Brésil à Washington en mars 2019, et il a dit très clairement que pour lui, l'objectif de sa mandature était de déconstruire ce qui avait été construit au Brésil depuis la Constitution de 88. Il y a réussi. Donc de ce point de vue-là, il a très clairement réussi à... Il a fait du bien à son pays. Il a fait beaucoup de mal, je l'estime, à la démocratie brésilienne, puisque énormément mais de... elle s'est remise. Elle est en train d'être remise, mais de manière très progressive. Les institutions en ont beaucoup souffert. Mais du point de vue de son objectif politique, oui, il a réussi à déconstruire ces institutions. Mais aujourd'hui, le Brésil vit dans une reconstruction des institutions qui ont été mises à l'œuvre par Bolsonaro. Il y a une étude qui vient de sortir de l'American Economic Review qui souligne qu'en fait, les performances économiques des populistes au pouvoir ne sont pas bonnes en général. C'est une fatalité ou c'est juste accidentel? Donald Trump, sur le plan de l'économie, selon vous? Encore une fois, c'est difficile à dire puisque on avait un taux de chômage très bas et une économie qui flambait juste avant le Covid. Il y a eu un inversement, évidemment, le Covid a été une crise telle. Et donc, avec le souvenir, ses supporters vont dire que ça allait très bien. Dans le même temps, les inégalités s'accroissaient très rapidement. Et il y a eu, à la fin des années Trump, à la fois des tensions raciales exacerbées et une démocratie américaine affaiblie et une ambiance politique tout à fait délétère. Donc, tout dépend quand même de quel point de vue on se place. Du point de vue, en tout cas, des électeurs de Donald Trump et du Parti républicain qui va de nouveau le nominer, c'était plutôt une réussite entre ça et la Cour suprême et la dérégulation et l'avortement avec la décision de la Cour suprême. Oui. Donc, et après, par exemple, d'un point de vue allié européen, Donald Trump, c'était l'image du soutien aux autoritarismes, de l'affaiblissement de l'OTAN, et Joe Biden, à l'inverse, a été à la tête d'une coalition transatlantique. Un deuxième mandat, il va sortir de l'OTAN, il va détruire l'OTAN? Et en tout cas, il y a beaucoup de gens qui travaillent, beaucoup d'experts qui lui proposent des projets. Et c'est ça la grosse différence avec 2016. Laure Mandeville, est-ce qu'il y a des populistes qui ont vraiment brillamment réussi au pouvoir? Écoutez, brillamment, j'en sais rien, mais je dirais que ce qui est très important, c'est que, premièrement, les populistes forcent les autres politiques à se saisir de sujets dont ils ne veulent pas se saisir, et finalement, ils mettent à bas cette espèce d'impuissance et de déni
qui empêchent de régler les problèmes. De ce point de vue-là, ils sont importants. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est par exemple dans le cas de Mélanie, à mon avis, ce qui peut être un populiste qui réussit, c'est un populiste qui, lui, au contraire, d'une certaine manière, se normalise. C'est-à-dire qu'une fois au pouvoir, il sait certes saisir des sujets, mais il prend en compte la réalité de la politique et il fait de la politique comme elle le fait, puisque maintenant, elle fait finalement une politique beaucoup plus nationale conservatrice qu'une politique proprement populiste. Philippe Reynaud, le mot de la fin. Est-ce qu'il faut s'attendre, est-ce que le populisme, c'est la régression démocratique et le lendemain du populisme risque d'être un peu brutaux? Écoutez, comme il reste peu de temps, je citerai un homme politique français qui avait une formule pas si mauvaise au moment des commencements de ce processus. Il pose de bonnes questions, il n'apporte pas de bonnes réponses. D'accord. Eh bien, merci pour cette conclusion. Merci à tous les quatre pour vos avis et vos remarques fort pertinentes. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à tous.